Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne de télévision YouTube, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, d'un thème d'actualité. Oui, l'Afrique peut bien se passer de l'aide. Bonjour, M. Gay. Bonjour, chère madame. Comment allez-vous? Ça va, machallah, grâce à Dieu. Alhamdulillah. L'aide publique au développement a-t-elle eu des impacts positifs sur le développement de l'Afrique? Je vous remercie beaucoup, chère madame, pour cette question très intéressante que vous venez de poser, qui est une question d'ailleurs d'actualité, comme vous l'avez si bien dit. Merci. Vous savez, le rapport de l'OCDE vient de montrer que l'Afrique a bénéficié de 151 milliards d'euros justement, en termes de dette, en termes d'aide en 2018. Mais la question de savoir si cette aide a réussi à arrimer l'Afrique vraiment vers le développement. Alors, figurez-vous que l'Afrique aujourd'hui représente seulement 2% du commerce international. L'Afrique représente 1,6% de la production manufacturière. Et également, c'est un continent qui aujourd'hui n'arrive à développer un commerce intracommunautaire qu'à hauteur de 13%, là où d'autres organismes sont à plus de 50%. Alors, un récent rapport de la Banque mondiale vient également de nous situer sur quelque chose de très important. Alors, à savoir que l'Afrique, n'est-ce pas, a toujours 41% de sa population qui vit en deçà des seuils de pauvreté, de l'extrême pauvreté, c'est-à-dire moins de 1,90 $ par an et par habitant. Mais tous ces facteurs montrent que l'Afrique n'a pas réussi vraiment, l'aide au développement n'a pas réussi à arrimer l'Afrique vers un développement satisfaisant, prospère. Et pourtant, l'Afrique recèle beaucoup de ressources minérales, beaucoup de ressources agricoles, beaucoup de ressources de toutes sortes qui auraient pu lui permettre vraiment de s'engager dans une spirale de développement efficace. Mais malheureusement, l'aide aujourd'hui n'a pas permis cela. Pourquoi l'aide publique au développement n'a pas porté ses fruits? Alors, c'est une bonne question, parce que je pense qu'avant de réfléchir sur les solutions, potentiellement, il faut se demander le pourquoi. Moi, je vois en gros deux facteurs. Le premier facteur, c'est que c'est une aide qui souvent est octroyée suivant les canevas d'aide des donateurs, avec souvent leurs priorités. Et c'est une aide également qui est liée, c'est-à-dire que c'est une aide qui également exige que ces enveloppes puissent servir effectivement à acheter le matériel des pays donateurs. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est que c'est une aide, malheureusement, qui est recyclée vers l'extérieur. Alors, un récent rapport fait par la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, la CIA, a montré que l'Afrique perdait 50 milliards de dollars par an. C'est beaucoup. C'est beaucoup, et ça sortait du continent pour repartir vers les pays européens. Et la CIA dont je parlais tout à l'heure a effectivement montré que plus de 148 milliards de dollars quittaient chaque année l'Afrique également pour aller vers les paradis fiscaux, vers l'extérieur. Et c'est vraiment une perte en termes de croissance de l'ordre de 25%, ce qui est quand même beaucoup. Alors donc, je pense que tous ces aspects montrent effectivement que l'aide est quelque part recyclée. Mais regardez un pays comme le Niger, chère madame. Alors, un rapport d'Oxfam, l'ONG Oxfam, a montré que, en ce qui concerne le budget du Niger, 4% de ce budget, seuls 4% de ce budget était concerné plutôt les matières premières. 4%, telles que les mines, telles que l'uranium, etc. Mais en revanche, l'aide au développement pouvait aller jusqu'à 40%, ce qui est vraiment une aberration. Donc je pense que tout cela montre qu'avec ces phénomènes d'aide liés, avec ces phénomènes
être définie selon les priorités des donateurs, mais également parce que l'aide est effectivement repart effectivement vers les paradis fiscaux et vers les donateurs. Naturellement, l'Afrique ne peut pas se développer avec vraiment un tel système qu'il faut revoir. Quels sont les facteurs qui exacerbent ce piège? Alors, je pense qu'il y en a beaucoup. D'abord, il faut dire que en termes d'aide, il y a le problème de la corruption, comme je le disais tout à l'heure. Parce que la corruption, là, elle est difficile à maîtriser. Mais vous savez, c'est par exemple... Parce que c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Par exemple, lorsque vous voyez des opérateurs économiques locaux qui exportent leurs matières premières à des prix largement inférieurs au prix réel et qui passent par des sociétés écrans, lorsque vous allez voir des surfacturations dans les importations et dans les marchés publics, lorsque vous allez voir également des phénomènes de versement de commissions et de rétrocommissions, lorsque vous allez voir également que les marchés des matières premières malheureusement connaissent des distorsions parce qu'il y a beaucoup de spéculation. Tout ceci naturellement fait qu'aujourd'hui il y a de sérieux problèmes. Il y a de sérieux problèmes en ce qui concerne l'utilisation de cette aide-là, surtout du fait de la corruption. Et je pense que cette corruption-là gagnerait à être combattue à tous les niveaux. Parce que l'Afrique perd beaucoup effectivement parce que son économie est contrôlée par des multinationales, par des intérêts étrangers, parce que le secteur privé lui-même n'est pas un secteur très dynamique et souvent ces multinationales et ces intérêts étrangers n'ont pas du tout les mêmes priorités que nos plans de développement nationaux et je pense que l'ensemble de ces aspects expliquent le fait que l'argent qui est injecté en termes d'aide souvent ne reste pas et en même temps également l'ensemble des flux de ressources vers l'extérieur font que l'Afrique n'a pas les moyens effectivement de son développement. Et la question de l'endettement? Alors c'est une bonne question parce qu'on ne peut pas parler d'aide sans parler de l'endettement. La question de l'endettement elle est là également parce qu'on s'endette certes à des taux concessionnels mais on n'utilise pas l'endettement pour financer des projets viables. Ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point, c'est que malheureusement, cet endettement-là n'est pas entièrement décaissé. Figurez-vous que pour la Banque mondiale, on parle de 28,7% de taux de décaissement réalisé, tout à fait. 28,7% de taux de décaissement réalisé, parce qu'il y a beaucoup de conditions suspensives, beaucoup de conditions préalables au premier décaissement, qui font que malheureusement, ce qui est dit dans le papier est souvent différent de ce qui est réellement décaissé. Et d'ailleurs, pour la Banque mondiale, vous vous rappelez également, un récent rapport avait montré que la Banque mondiale, par rapport à ses concours, voyait 7,5% de ces décaissements au profit de nos pays repartir de manière illégale vers les paradis fiscaux. Donc je pense que tous ces aspects mériteraient d'être revus parce que ce sont des aspects qui gênent inévitablement le développement de l'Afrique, parce que si l'Afrique s'endette pour pouvoir financer des choses qui ne sont pas des choses prioritaires, et si également une partie de cet endettement est recyclée à l'extérieur, bien entendu, il y a beaucoup de problèmes économiques, et c'est ce qui explique certainement la persistance du chômage et également de la pauvreté. Existe-t-il un modèle de communauté en Afrique conforme à l'idéal que vous décrivez? Alors, c'est une très bonne question parce que ça permet de voir la pratique. Alors, parce que moi, je suis de ceux qui pensent que l'Afrique peut se passer de l'aide. Absolument. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Afrique a énormément de ressources minérales, l'Afrique a énormément de ressources agricoles, l'Afrique également est pratiquement le continent le plus riche sur cette planète en termes de ressources. Eh bien, je pense que cette Afrique-là, aujourd'hui, avec un peu d'organisation, pourrait être la création du monde entier. Donc ça, c'est le premier élément. Donc on peut se passer de l'aide, on peut financer nos opérations nous-mêmes, pourquoi pas aller jusqu'à financer d'autres pays. Et vous me demandez, est-ce qu'il y a un modèle? Oui, il y a un modèle. Pour moi, c'est le modèle de Cheikh Ahmadou Bamba, avec le mouridisme, parce qu'il a réussi à inculquer une notion d'autonomie
à sa communauté qui finance l'ensemble de ses projets, bien entendu sur la base de ressources propres, et sa communauté également, qui d'ailleurs dans les années 1907 avait eu à aider la France en ce qui concerne le relèvement du franc en octroyant à l'administration coloniale plus de 500 000 francs de l'époque, ce qui était vraiment une somme astronomique. Donc je crois qu'il y a des modèles qui existent qui gagneraient vraiment à être dupliqués au niveau du continent pour qu'enfin on puisse vraiment respecter la dignité des Africains. Parce que vous savez, au lieu d'apprendre à quelqu'un, de donner à quelqu'un du poisson à chaque fois, mieux vaut lui apprendre à pêcher. Je crois que ça peut être une très bonne chose pour lui permettre d'être autonome, mais également c'est une question de dignité, c'est une question de symbole pour l'Afrique. Et ces questions-là, on ne doit pas les négliger, on doit les placer au cœur du développement de l'Afrique. Les solutions que vous préconisez? Alors, ça c'est une très bonne question. D'ailleurs, de toutes vos questions, c'est celle-là que je préfère. Oui. Parce que ça nous permet de ne pas seulement critiquer. C'est ce que vous dites tout le temps. Absolument, parce que là c'est important. Mais c'est votre slogan. Voilà, exactement. C'est important de proposer. Donc moi je propose d'abord une rupture structurelle. Il faut casser un certain nombre d'ententes. Il y a deux sortes d'ententes. Entente entre les gouvernants de nos pays et les gouvernants occidentaux. Ça, c'est le premier élément. Si j'ai dit occidentaux, il y a aussi les gouvernements des autres pays partenaires. Il faut casser ces ententes-là. En ce qui concerne donc ce point-là, moi je propose simplement qu'il y ait des révisions constitutionnelles pour recadrer les pouvoirs des chefs d'État. Parce que les chefs d'État, on leur a donné énormément de pouvoir pour qu'ils soient les interlocuteurs uniques par rapport effectivement aux intérêts étrangers. Donc ça, il faut revoir ça. Deuxième chose, toujours en ce qui concerne ce premier point, puisque de plus en plus les mécanismes démocratiques ne fonctionnent pas très bien, et malheureusement il y a aussi de l'autre côté des sortes d'oligarchies qui se forment, surtout au niveau des questions foncières. Cela veut dire que de moins en moins on aura des contre-pouvoirs. C'est pourquoi je souhaiterais qu'il y ait également là des alertes citoyennes. Donc ça c'est le premier point. En ce qui concerne l'autre connivence à casser, pour moi c'est entre les opérateurs économiques locaux, nationaux, continentaux, avec les autres qui sont à l'étranger. Il faut arrêter ces exportations qui ne sont pas valorisées à leur juste prix. Ce sont des manques à gagner. Donc il faut des prix de référence. Actualisés certes, mais il faut des prix de référence. Donc ça c'est le premier élément que je voudrais proposer. Donc casser ces deux ententes qui nous portent vraiment du préjudice. Deuxièmement, je pense qu'il faut transformer plus dans nos pays, plus de matières premières pour pouvoir faire en sorte que la valeur ajoutée reste et pour limiter les risques également de déperdition de nos ressources à l'extérieur. Donc ça également c'est un élément qui me paraît important. Je suis quelqu'un également qui plaide en faveur d'un droit d'immixtion économique en ce qui concerne le financement des projets. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui laisser les États faire ce qu'ils veulent avec l'argent des autres. Il faut qu'il y ait un droit d'immixtion économique, ce que j'appelle un DIE. Un DIE. Parce que ce droit d'immixtion économique devrait permettre aux bailleurs de fonds, en relation avec les États, de définir des priorités solvables, des priorités de qualité, qui puissent être des priorités très importantes pour également notre développement. Mais je pense que il faudra vraiment, à mon avis, tout faire également pour trouver une question à l'endettement. Et trouver une question à l'endettement, pourquoi pas ne pas imaginer des mécanismes de montage qui pourraient consister à ce que la dette de l'Afrique puisse être restructurée sur la base de concessions foncières, mais sur la base également de titres de propriété nouveaux qu'il faudra également vraiment définir. Donc je crois que l'ensemble de ces aspects, à mon avis, devraient permettre de résoudre cette question qui est une question effectivement lancinante pour effectivement nos pays. Merci beaucoup, M. Gueye. Vos réponses ont été très pertinentes comme d'habitude. Je vous remercie beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Mais nous vous donnons rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne de télévision YouTube, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Ne quittez pas, votre version à Wolof arrive et n'oubliez pas de vous abonner.